Alors, comment est-ce qu'une décision politique, prise bien au chaud dans un bureau, finit par devenir un jardin partagé, là, au cœur d'un quartier? C'est ce voyage un peu fascinant qu'on va suivre ensemble. Un parcours qui commence avec un chiffre, et pas n'importe lequel. Voilà l'image qu'on a souvent en tête quand on parle d'avenir plus vert en ville. C'est la promesse, l'objectif. Mais bien sûr, derrière cette scène qui l'air si simple, si paisible, se cache toute une mécanique et des questions fondamentales. La plus importante étant, comment est-ce qu'on passe concrètement de la promesse à la réalité? Eh bien, le chemin est loin d'être simple. Il faut bien sûr des financements, des stratégies, et puis l'ingrédient essentiel, l'engagement des gens sur le terrain. C'est tout un puzzle, avec de l'argent, des citoyens et pas mal d'étapes. Alors justement, par où est-ce que tout ça commence? Eh bien, très souvent, ça commence par le nerf de la guerre, l'argent. Un engagement financier solide, c'est vraiment le point de départ de toute transformation d'envergure. Le voilà, ce chiffre qui met la machine en route, plus de 28,5 millions d'euros. C'est l'investissement majeur qui a été approuvé il y a peu par l'Agence française de développement, l'AFD, pour vraiment servir de catalyseur à ce changement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Cet argent, ce n'est pas juste une ligne dans un budget, il va directement financer 24 projets. Et ces projets, ils sont portés par des organisations de la société civile, autrement dit, des acteurs de terrain, des gens qui sont au contact des réalités et qui viennent avec des solutions innovantes pour répondre aux grands défis actuels. Et cette vision, elle ne s'arrête pas aux frontières de la France. Loin de là, l'impact de cet investissement, il est mondial. L'idée, c'est de soutenir des initiatives un peu partout sur la planète. D'ailleurs, regardons quelques exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Ce qu'on voit tout de suite ici, c'est la diversité incroyable des projets qui sont soutenus. Ça va de donner plus d'autonomie aux jeunes dans 6 pays différents avec ASME, à défendre la liberté de la presse dans le monde entier avec Reporters sans frontières, ou encore à promouvoir l'égalité des genres grâce au sport au Burundi et au Rwanda. Chaque euro a vraiment une mission bien précise. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que cette approche très globale, elle trouve aussi un écho très local. Ces mêmes principes de transition, à la fois sociale et écologique, on les applique aussi chez nous, en France, pour transformer nos villes et nos quartiers. Prenez Lille, par exemple. Là-bas, on ne se contente pas de planter quelques arbres pour faire joli. Non, on crée de véritables fermes urbaines. L'idée, c'est double. Permettre aux habitants de se reconnecter avec ce qu'ils mangent et en même temps de retisser du lien social dans le quartier. À Dijon, on pousse le curseur encore plus loin. Là, c'est tout un quartier, Fontaine-Douche, qui a été transformé. Il est devenu un modèle à l'échelle européenne de rénovation urbaine, avec un objectif super ambitieux, la neutralité carbone. C'est une vraie vitrine de ce que la ville de demain pourrait être. Et attention, il ne faut pas croire que cette transformation est réservée aux grandes villes. Pas du tout. Les communautés rurales s'emparent aussi de ce modèle, elles créent leurs propres écoquartiers, c'est la preuve que l'innovation durable, elle peut fleurir absolument partout. Mais voilà, tout ce financement, toutes ces grandes stratégies, ça ne servirait à rien sans l'ingrédient final. Et c'est peut-être le plus important, l'action citoyenne. Le véritable pouvoir de transformation, il est là, à l'échelle du quartier, et il est entre les mains des habitants eux-mêmes. Permettre aux habitants d'être acteurs de leur territoire. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment l'ADN de ce qu'on appelle les régies de quartier. Des organisations de terrain qui incarnent cette idée et qui la mettent en pratique jour après jour. Et concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Eh bien, ce n'est pas juste du jardinage. On parle ici de maraîchage d'insertion. C'est-à-dire qu'on crée de superbes espaces verts, oui, mais on le fait en offrant des emplois et donc une nouvelle chance à des personnes qui en ont vraiment besoin. Et souvent, ça va bien au-delà du simple potager. On voit naître de véritables écopoles. Imaginez des lieux qui sont des centres de vie pour le quartier où on trouve tout. Des jardins pour cultiver, du compost pour recycler, et même des cuisines partagées et des centres de ressources ouverts à tous. Et le résultat de tout ça, il est très concret. D'un côté, les habitants ont accès à de la nourriture saine, locale et souvent plus abordable. De l'autre, ça crée de nouveaux emplois sur place, des emplois qui ont du sens. C'est vraiment l'économie qui se met au service de l'humain et de la planète. Alors au final, que retenir de ce parcours qui nous a emmenés de la politique mondiale jusqu'à l'action de quartier? En fait, la grande leçon, c'est que la transition fonctionne comme un écosystème. Il faut tout. Le financement international, c'est comme la pluie qui vient nourrir le sol. Les stratégies nationales, les projets des villes, c'est le terreau. Mais au final, c'est l'action citoyenne, la main de chaque personne qui plante une graine, qui permet à la forêt de pousser. Seulement voilà, cet écosystème, il est fragile. Le plus grand défi qui se profile, ça reste le financement. Dans un contexte où les budgets publics ont tendance à se resserrer, une question cruciale se pose. Comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité de ces mouvements citoyens? Parce que c'est eux le cœur battant de la transition. Et ça, c'est sans doute tout le défi des années à venir.